Pour ce qui est de l'impact de Marx en Europe, lui était assez important de son vécu en tant que figure dans le mouvement socialiste. On l'a vu, il a écrit des œuvres très importantes, le Manifeste, Das Kapital, etc. Les révolutions de 1888 ont été des mouvements motivés par les idées socialistes, donc c'était les mouvements ouvriers, les mouvements révolutionnaires, un peu partout en Europe, en réaction justement aux excès du capitalisme tels que j'ai décrit tout à l'heure. Mais la révolution que Marx avait prévue ne s'est pas réalisée. Pourquoi? C'est une bonne question. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Premièrement, l'État est intervenu. L'État libéral, entre guillemets, a été une réponse justement au problème du capitalisme, à l'exploitation excessive des ouvriers par les capitalistes. Ça a pris longtemps, ce n'était pas d'un coup que l'État libéral a été créé. Mais petit à petit, et ça a commencé en Allemagne pour beaucoup, l'État s'est imposé comme l'arbitre entre le patronat et les ouvriers. Donc il y avait des réglementations concernant les heures du travail, les conditions du travail, etc., etc. Tout ça a fait en sorte d'alléger un peu la charge des ouvriers. On ne peut pas parler d'une libération, mais quand même, les excès terribles des débuts du capitalisme ont cédé le pas à un régime un peu plus vivable pour les ouvriers. En même temps, il y avait aussi la montée du mouvement ouvrier qui visait moins la révolution que la réforme des conditions du travail. Et donc, le mouvement ouvrier a travaillé plus avec le gouvernement, parfois avec le gouvernement, encore une fois pour mettre en place des conditions qui permettraient aux ouvriers de ne pas se faire exploiter au max, comme il avait été jusqu'à là. Et donc, tout ça a fait en sorte que la révolution que Marx avait prévue ne s'est pas réalisée. Il n'y avait pas parlé de l'État, il y avait parlé de l'État, mais il n'y avait pas prévu cette intervention qui visait justement de préserver le capitalisme, d'offrir des remèdes aux maux les plus importants qu'avait vécu le capitalisme. Un État qui intervient du côté du peuple, du côté des ouvriers, pour empêcher que le capitalisme ne se suicide pas. Donc, Marx est mort un peu déçu de tout cela, mais la révolution n'était pas morte pour autant. Il y a Vladimir Lénine, entre autres, qui apporte une nouvelle vision à l'affaire révolutionnaire. Donc, une des questions qui s'est posée, Vladimir Lénine, révolutionnaire russe, a été justement pourquoi la révolution socialiste ne s'est pas produite. Et c'est moi, j'ai donné comme raison la montée de l'État libéral, ainsi que la montée du mouvement ouvrier. Pour lui, il y avait une toute autre raison qui était l'impérialisme. Et on peut comprendre ça. La fin du 19e siècle est une période très forte dans l'expansion mondiale de l'impérialisme occidental. Et d'un point de vue économique, pour Lénine et pour d'autres, il a piqué les idées de quelqu'un d'autre dont le nom m'échappe pour l'instant, mais l'explication du rôle de l'impérialisme est assez claire. Si le capitalisme souffrait des cycles de boom and bust, l'impérialisme offrait une solution à ce problème dans deux sens. Premièrement, si moi, en tant que pouvoir impérialiste, je prends une colonie quelque part, j'en prends avec des matières primaires. Donc je m'en vais au Vietnam, je m'en vais en Inde, où il y a des trucs qu'il me faut pour produire ce que mon économie va produire. Je peux avoir ces matières primaires à un prix très bas, parce que c'est moi le maître colonial. L'idée ou l'explication léniniste, c'est ça. Donc je prends une colonie, ça me permet de réduire mes coûts de production, parce que j'ai les matières primaires à un prix très abordable.
Deuxième élément dans l'explication de Lénine concernant le pourquoi de l'impérialisme, c'est que ça me donne accès aussi au marché. Donc si dans les cycles de boom, le capitalisme souffre d'une surproduction, là j'ai quelque part pour écouler le stock en surplus qui fait en sorte que les prix tombent chez nous. On n'est pas sûr, les économistes qui ont étudié la question, on n'est pas sûr que cette explication est valide parce que l'économie était pauvre, donc c'était pas facile de vendre la surproduction ailleurs si les gens n'avaient pas des sous pour l'acheter. Mais c'est moins important cela que l'idée que Lénine et les autres ont véhiculée, cette idée que voilà pourquoi la révolution s'est pas produite, c'est parce que l'impérialisme a retardé le processus inévitable de la révolution tel que vu par Karl Marx. Donc qu'est-ce qu'on fait face à ça? Premièrement, on crée un parti communiste. On crée un groupe, une élite qui comprend l'évolution de l'histoire, qui comprend le fonctionnement de l'économie, qui va pouvoir intervenir et guider les ouvriers vers le but ultime qui est toujours la révolution. Marx avait vu tout cela comme un processus mécanique. Il avait participé dans les activités révolutionnaires, mais je ne sais pas exactement ce qu'il a fait du côté d'un parti communiste quelconque. Mais pour Lénine et pour les autres, c'était sûr et certain que, en vue des interventions de l'État, en vue des réformes mises en place pour essayer de préserver le capitalisme, il fallait absolument avoir un parti communiste qui serait là comme représentant des ouvriers, des intérêts des ouvriers, et qui pouvait se prononcer sur le chemin à suivre. Deuxième solution, c'était une révolution anti-impérialiste au tiers-monde. Et donc ça c'est important dans le contexte chinois, mais ailleurs aussi. L'idée c'est que pour Marx, le centre de la révolution, ça serait là où l'industrie était la plus présente et la plus développée. Là où il y avait les ouvriers en plus grand nombre qui étaient exploités. Or, à cause de l'impérialisme et le retard que l'impérialisme avait donné à la venue de la révolution, ça voulait dire que l'étincelle qui allait faire déclencher la révolution, ça serait quelque part dans le monde colonisé. Donc le processus, ce serait les mouvements nationalistes qui mettraient les méchants colonialistes dehors, et une fois les colonies fermées aux interventions impérialistes, la vision de Marx, le processus prévu par Marx, se déclencherait et la révolution allait se réaliser. Voilà quelques images de Lénine au travail, en consultation avec, je crois que c'est Trotsky à droite, au repos, des images de la Révolution en 1917. Ok, on retourne à la Chine. Pour les intellectuels chinois, les idées de Karl Marx n'étaient pas très alléchantes. Pourquoi? C'est simple. La Chine était pauvre. La Chine n'avait pas beaucoup d'industries. Ça commençait, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans certaines grandes villes, Shanghai, Tianjin, Hankou. Mais quand même, la Chine, au début du XXe siècle, n'avait pas un prolétariat très développé. Et donc, pour un intellectuel chinois qui cherche une solution, que ce soit une révolution ou autre chose, c'était pas des idées de Marx qui allaient le faire éclater. En fait, les Chinois qui étaient intéressés par la révolution au début du siècle étaient beaucoup plus intéressés par l'anarchisme. Parce que l'anarchisme était très populaire dans les cercles fréquentés par les intellectuels chinois qui sont allés en Europe pour faire des études, par exemple. Donc Marx, bon, peut-être il y en avait 2-3 intellectuels chinois qui l'ont lu, mais même ceux qui l'ont lu ont fini par se dire, bon, c'est pas très pertinent dans notre cas, on n'a pas les éléments de base
pour faire fonctionner la solution prévue par Marx. Lénine, par contre, c'est autre chose. La théorie de Lénine concernant surtout le rôle des pays colonisés avait un grand attrait pour beaucoup de Chinois. Les Chinois se sont vus comme étant exploités, menacés par les pouvoirs coloniaux, et donc l'idée d'assumer le rôle prévu dans les théories de Lénine, d'être l'étincelle qui ferait déclencher la révolution mondiale, pour beaucoup de Chinois, c'était génial. En plus, l'idée d'une partie communiste avait un certain attrait aussi pour les intellectuels chinois qui avaient été habitués à penser à un certain rôle comme leader social ou politique dans la tradition chinoise. En plus de cela, il y avait aussi la Chine et la Russie, c'est-à-dire les relations entre les deux. Comme vous le savez, il y avait la révolution russe a réussi en 1917 et c'était vu comme une lueur d'espoir par des Chinois. C'était au même moment que la fin de la Première Guerre a occasionné tant de déceptions chez les Chinois. Donc, un peu de succès dans un pays pauvre, une révolution qui semblait dire qu'il y avait la possibilité de changement, d'évolution positive dans le monde. Après cela, il y avait la troisième réunion du Comintern. Encore une fois, le Comintern, c'est l'aile internationale du mouvement communiste qui s'occupe de promouvoir les révolutions communistes ailleurs dans le monde en mars 1919. Et donc, à peu près au même moment du 4 mai en Chine. Puis en juillet 1919, le gouvernement russe renonce à plusieurs traités inégaux avec la Chine, signés par le régime tsariste. Les traités inégaux n'étaient pas forcément du même ordre que ceux signés par l'Angleterre, la France, les États-Unis, etc. Pendant la période des guerres de l'opium, ça remonte plus loin dans l'histoire. Et donc sur le plan pratique, la Chine n'a pas gagné énormément du fait que la Russie a renoncé à ces traités. Mais sur le plan symbolique, c'était quand même, encore une fois, quelque chose de positif. Et les Chinois cherchaient justement quelque chose de positif pendant cette période. Donc finalement, pendant cette période, si les idées marxistes, léninistes, etc. commencent à rentrer en Chine de façon plus importante, Li Dazhao a été un des intellectuels les plus ouverts au marxisme. Il a écrit des articles dans La Jeunesse, la revue dont j'ai parlé avant, qui était une des revues principales du mouvement du 4 mai. La Russie a envoyé des agents soviétiques en Chine, Voitinsky étant le nom d'un des agents principaux. Ils étaient là pour tâter le terrain, pour chercher des communistes, pour leur dire quoi faire, pour donner de l'aide matérielle. Et donc, en juillet de 1921, le Parti communiste chinois est fondé à Shanghai. Le secrétaire général, c'est Chen Duxiu. Li Dazhao et Chen Duxiu sont souvent mentionnés ensemble comme étant les joueurs principaux dans l'établissement du Parti communiste chinois. Mais comme j'ai dit au tout début, c'était une toute petite affaire. Même quelques mois ou un an après la fondation du Parti communiste, les effectifs ont été limités à 200 membres. Et la plupart des membres étaient des intellectuels un peu paumés qui cherchaient un peu partout des idées pour sortir la Chine de la crise. Quelques images, c'est là, dans un bateau, sur un lac, pour éviter la police, que le parti a été fondé. Pour ce qui est des activités entreprises par le Parti communiste, au début, c'était classique. Donc ils ont suivi les conseils du Comintern et donc du Parti communiste russe et ils se sont mis à organiser le mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier avait grand besoin d'être organisé. Les ouvriers chinois et ouvrières chinoises, parce qu'il y avait beaucoup de femmes dans les usines de Shanghai, ils vivaient la même exploitation que les ouvriers anglais au 19e siècle.
euh, la seule organisation du travail avant l'arrivée des communistes était le fait des gangs criminels, ou parfois les organisations sur une base régionale. Donc les gens qui viendraient d'une partie de la Chine se retrouveraient avec d'autres venant de la même région, et ça servirait un peu comme protection. Mais globalement, il y avait peu de protection. Il y avait le patronat qui, eux, ont engagé les sociétés secrètes ou les groupes criminels pour s'organiser du travail dans les usines. Il n'y avait quasiment aucune protection pour les ouvriers. Or, les communistes, à partir du début du mouvement, sous les conseils des Russes, se sont mis à organiser des ouvriers pour qu'ils fassent des grèves, pour qu'ils réclament des choses de la part du patronat. Et ça avait un certain effet. On voit, là c'est après la Révolution, les sourires, ça fait partie, ça vient des années 50. Mais ça m'a frappé comme étant symbolique du travail positif que les communistes ont fait. Plus souvent, ça finissait dans la violence, parce qu'il y avait beaucoup d'opposition venant du patronat, venant des groupes criminels, euh, face aux efforts effectués par les communistes pour organiser les ouvriers. Et en fait, assez tôt dans l'histoire du Parti communiste chinois, ils ont été obligés par leur maître russe à faire une alliance avec le Parti nationaliste, le même dont on a parlé la semaine dernière, et celle d'avant aussi, le parti de Sun Yat-sen et le parti de Chiang Kai-shek plus tard. Les soviétiques ont décidé, pour plusieurs raisons, à investir autant dans les nationalistes que dans le Parti communiste. D'abord, la Russie avait mis de l'eau dans son vin, en quelque sorte, au début, fort de l'enthousiasme issu du succès de la révolution russe. Ils ont vu un peu comme la révolution arriver partout. Mais là, après, ils ont décidé que c'était un peu plus difficile et c'était plus intelligent, plus intéressant de réaliser la révolution dans un seul pays, ça veut dire dans la Russie, avant d'encourager ou d'organiser la révolution ailleurs. Et donc, ils ont freiné un peu les efforts faits dans les premières années après la révolution russe. Ils ont décidé, encore une fois, de mettre de l'eau dans leur vin. Puis, dans la même optique un peu, ils ont appuyé les mouvements anti-impérialistes autant que les mouvements communistes. Dans le cas de la Chine, ça voulait dire appuyer les nationalistes. Et en partie, l'idée a été géopolitique. Les Russes avaient peur déjà du Japon. La Russie avait perdu une guerre contre le Japon en 1905 et ils s'en souvenaient. Ils craignaient qu'une Chine trop faible ne serait pas capable de résister à une invasion japonaise, et les Russes avaient raison. Et donc pour eux, c'était important d'investir ou d'aider le Parti nationaliste à réunifier le pays, à construire une armée fonctionnelle. Parce que seule une Chine solide et plus forte serait capable de servir comme tampon, comme barrière entre la Russie et le Japon. Donc, ça a fini dans cette demande que le Parti communiste s'allie avec le Kuomintang, avec le Parti nationaliste. C'était formalisé dans le pacte Sun-Joff 1923. C'est ça qui marque le début du premier front commun ou front uni ou front commun entre les communistes et le Parti nationaliste. Et ça faisait aussi partie de la nouvelle économie politique annoncée par Lénine, qui était un peu moins révolutionnaire, un peu moins communiste que, encore une fois, la politique des premières années. Donc, ces premiers fronts unis vont durer de 1923 à 1927. Et c'est une phase très importante et assez malheureuse.
dans l'histoire du communisme chinois. Dès le début, les Russes ont imposé une division des tâches. Aux nationalistes est allée la tâche de construire une armée. Une armée, rappelons-le, la Chine est divisée entre les mains des seigneurs de la guerre. Donc ils ont construit au sud de la Chine, dans la province de Guangdong, une académie militaire qui s'appelle Huangpu ou Huangpoa. C'est souvent écrit comme ça avec le double A. W-H-A-M-P-O-A. C'est là où les communistes et les nationalistes, plutôt les nationalistes, allaient former les officiers de la nouvelle armée. L'armée qui était destinée à reprendre la Chine pour les nationalistes. Les communistes étaient impliqués. Zhou Enlai, qui allait devenir le bras droit de Mao Zedong plus tard, a été alloué à l'académie militaire où il a travaillé à la formation politique des officiers. Mais globalement, Huangpoa, l'académie militaire, était beaucoup plus l'affaire des nationalistes. Et en fait, toute l'affaire, la construction des armées nouvelles était l'affaire des nationalistes. Et c'est facile à dire en rétrospective que ce n'était pas une bonne idée de permettre aux nationalistes de monopoliser l'affaire de l'armée. Ça va finir dans un désastre, comme on le verra. Pour ce qui est du Parti communiste, le Comintern, la Russie, leur a dit de continuer à s'occuper de l'organisation des ouvriers, qu'ils ont fait tant bien que mal, tel que témoigne le mouvement du 25 mai en 1925, qui a fait preuve d'un membership de 20 000 dans les syndicats. Mais cela dit, le tout a été une erreur stratégique de la part des communistes. Comme on l'a vu la semaine passée, une fois l'armée montée, une fois la réunification du pays en marche, Chiang Kai-shek décide d'en finir avec les communistes. Il se dit, bon, j'ai plus besoin des communistes, ni des Russes, même s'il était un peu plus rusé que cela. Et donc, quand les troupes nationalistes arrivent à Shanghai en avril 1927, ils tirent sur les communistes. Et après, les communistes doivent se sauver. Ils fuient les villes, ils s'installent en campagne, et c'est là où commence Mao Zedong et la voie paysanne.